Salut à Bonjour à tous. Et ben aujourd'hui alors une petite vidéo spéciale puisque donc on va vous parler littérature. Voilà, c'est ça, c'est notre petit salon littéraire. Donc bah, vous connaissez bien sûr Les Seigneurs d'Outre-Monde, enfin j'espère, sinon allez voir les vidéos, les bandes annonces et tout ça. Il y a plein d'épisodes sur YouTube, vous avez plus d'excuses maintenant. Voilà. Et du coup on va vous parler donc du livre en fait, puisqu'on avait développé l'univers étendu, alors ça fait un petit moment. C'est Donc ça. voilà donc. En 2009, on a sorti ce petit livre qui était la première version donc, de la geste de Loan. C'était un recueil de nouvelles que j'avais écrit, parce que quand on faisait des salons, surtout Japan Expo d'ailleurs, ouais. En fait on n'avait pas grand chose à montrer, genre on n'avait pas beaucoup de matos, donc pour diffuser la bande-annonce c'était pas forcément évident. C'est ça, en 2009. Puis on n'avait rien à vendre, on avait... Oui, on était pas évident, on était à un tiers des tournages à peu près sur le film, donc il fallait que les gens puissent découvrir un petit peu tout l'univers. Ah ça, puis qu'on puisse nous avoir quelque chose à échanger vraiment avec eux, parce qu'en fait en salon, les gens s'ils n'ont pas une accroche sur le stand, ils s'intéressent pas vraiment. Donc on avait pensé à ce livre qu'on a réalisé par nos moyens en fait. Voilà, donc c'est Fenris qui a écrit le livre, on est tous les deux co-scénaristes sur le film, et c'est pendant que je faisais la réalisation, Fenris s'est occupé de développer l'univers étendu. Et donc à l'époque il était composé de 7 nouvelles. C'est ça, 7 nouvelles. Voilà. Dans l'ordre d'écriture. Voilà. Et alors voilà, donc c'était en 2009, et puis bah, ça a eu un petit succès, tout le livre avait bien plu et tout, donc c'était plutôt chouette. Dedans il y avait des cartes, il y avait déjà des lexiques, la chronologie et tout. Et alors en 2014 on a fait le crowdfunding, donc crowdfunding qui nous a permis de finir le film, qui nous a bien aidé pour les graphistes, qui nous a aidé pour l'équipe du son et tout. Notamment on a pu faire la musique en orchestral, on a pu organiser la grosse première projection du film. Et ça nous a permis de rencontrer des techniciens, et ça nous a permis aussi de médiatiser le projet. Et grâce à ça, on a pu avoir donc les éditions Michel Lafon. Voilà, qui sont intéressés au livre en fait, et qui nous ont demandé si on pouvait le sortir en numérique. Voilà. Ce qui était plutôt super, parce que être repéré comme ça par un éditeur pour ressortir le livre, c'était vraiment génial. Donc ça m'a motivé à bien le retravailler. Donc notamment à remettre les nouvelles dans un ordre beaucoup plus cohérent, à les retravailler pour vraiment ce que l'histoire globale fonctionne mieux, et aussi à réécrire une nouvelle en fait qui servait de prologue et qui permettait de vraiment lancer l'histoire. Voilà. Donc du coup, cette édition en numérique, eh ben, vous pouvez la trouver, elle est en ligne sur le site de Michel Lafon, sur toutes les plateformes, Amazon, la Fnac et tout ça, donc ça c'est possible, si vous aimez les livres en liseuse électronique. Voilà. Et tout. Et de grandes nouveautés depuis octobre, la ressortie en bouquin papier. Voilà, c'est ça. On a eu l'autorisation d'en sortir une petite série, donc qui est collector pour le coup, parce qu'on ne pourra pas en faire des milliers. Donc on a bossé sur la couverture avec Rémi, on est assez content du résultat, quand même, faut le dire. Et c'est agréable de retrouver quand même l'objet papier, parce qu'on a beau être dans une époque virtuelle, on est attaché aux objets. C'est clair que c'est pas la même approche. Alors du coup on retrouve pareil des éléments en plus en annexe et tout ça. Et on retrouve donc, tu disais, cette nouvelle plus fine. Voilà, c'est ça. Il y a une nouvelle supplémentaire qui sert d'introduction à l'histoire. Parce que si l'histoire se compose donc de 7 nouvelles, qui sont indépendantes, qui peuvent vraiment se lire individuellement, ces 7 nouvelles racontent quand même une histoire globale qui présente les 1000 ans qui ont précédé un peu Aravis. Ouais, puisqu'en fait le film, donc on va dire, se passe en l'an 1000. Il s'est passé quelque chose qu'on appelle la légende du dôme et tout ça, qui est avant, en fait, alors je vous dis, c'est la création du dôme dans lequel est enfermé Rachel Den. On explique pourquoi, comment, tous les enjeux. Donc ça, c'est l'an 0. Le film se passe en l'an 1000, et donc il se passe des événements avant. Alors, est-ce que tu peux nous dire juste un petit mot par nouvelle, juste un petit peu, voir de quoi ça parle, où ça se passe chacune. Alors, vite fait, je me remets dedans aussi, parce que ça commence à dater pour moi. Donc la plus récente, c'est le prologue, donc elle est plus fraîche pour moi. Le prologue, en fait, c'était surtout une volonté de vous présenter les incarnats, parce qu'on en parle beaucoup dans les films. On en parlait aussi beaucoup dans les nouvelles, mais c'est vrai qu'on les voyait jamais en action. Donc ce prologue permet justement de voir vraiment les incarnats, de voir à quoi ils ressemblent, comment ils se comportent, et donc de mieux les appréhender en fait. Alors la deuxième... Les incarnats, pour vous dire, il y en a 7. On les voit un petit peu dans le début du film, on en parle, et puis il se passe d'autres choses. Voilà. La deuxième nouvelle, elle se passe en Urcia, qui est un royaume dont on ne parle pas du tout dans le film, et par contre qui a permis beaucoup de choses dans l'évolution des Aravis, et qui est assez important dans la préquelle. Donc ça permet de découvrir des contrées un peu différentes de ce qu'on voit dans le film, puisque là c'est beaucoup plus hivernal, on va dire. Donc c'est une autre ambiance. L'ensemble du film se passe surtout sur le Ringstone. On parle du Campes, un peu de la Myrkondrie, qui est une ancienne région dominée par Ringstone, et de Sandia, donc les cités des elfes. Et là c'est des terres qui sont un peu plus au sud, donc on le voit sur les cartes.
Donc la deuxième nouvelle s'appelle L'épreuve, et elle se concentre sur le peuple des Chams, dont on entend parler dans le film, qui a une grande importance. Et là, on en découvre un peu plus, notamment sur l'élément très important dont on entend parler dans le film. Ça permet un peu mieux de découvrir les tenants et les aboutissants de ce dont on entend parler dans le film. On est très mystérieux dessus, mais voilà, vous allez on peut pas trop en dire non plus, effectivement. Ceux qui ont vu le film entier, ceux qui ont vu déjà les 3 premiers chapitres d'Dailymotion, et en tout cas ceux qui vont voir l'acte 5 sur YouTube bientôt, vont comprendre un petit peu mieux de quoi on parle. Ensuite, la quatrième nouvelle se concentre sur les Urtek, parce que c'est vrai qu'on les voit un petit peu dans le film, surtout pour Zuka-Migo. Les autres, on les voit de très loin. Là, on se concentre vraiment sur la vie des Urtek, c'est-à-dire qu'on va aller dans leur ville, on va voir comment leur monde fonctionne, et qu'il n'a pas du tout les mêmes règles que l'univers d'Aravis. Et c'est vrai que c'est intéressant d'avoir cette confrontation culturelle en fait entre ce monde-là et le reste des Aravis. On peut dire c'est un monde qui est steampunk. Complètement. C'est un petit peu le truc qu'on voulait ajouter aussi dans le film, c'est faire un monde médiéval fantastique, vraiment un univers médiéval, ouais, et avec un peuple qui est steampunk. Donc là, avec des règles très différentes, avec la science qui est bien plus mise en avant, et donc cette nouvelle-là, c'est un petit peu un polar, on va dire. Toutes les nouvelles ont un peu un ton différent, ouais. Et là, c'est un peu un polar, celle-là. C'est complètement un polar, ouais. C'est vrai qu'il a un ton très différent du reste du livre, mais il apporte des éléments importants pour l'histoire. L'histoire qui suit est presque plus importante par rapport au film, puisqu'elle va se concentrer sur les elfes, et on va apprendre beaucoup sur Abilash et Souraya. Soujaya. Puisque là, on avait créé aussi un petit peu cette confrontation. Tu avais les humains, donc avec surtout Lothar qu'on présentait qui est un roi cruel et belliqueux, c'est un royaume vraiment humain, un peu guerrier. Et là, on montrait une espèce de société qui est très matriarcale en fait. Et donc du coup, voilà, on développe un petit peu le pourquoi du comment et tout dessus. Voilà. Ensuite, on va faire un petit tour du côté du Ringstone. Donc on va découvrir ce royaume qui est quand même vachement important dans le film puisque c'est un peu le nœud de l'histoire. Et on va apprendre un peu ses rapports justement avec Rachalden, puisque on l'apprend dès le début du film. Il y a des liens, on va pas se mentir. Il y a des liens. Ensuite, on va découvrir un autre royaume dont on n'entend pas parler dans le film, mais qui est important pour l'histoire, et qui s'appelle le Brandour, qui est dans une ambiance assez proche du Ringstone, un peu Renaissance. Et là, on va se concentrer sur des sociétés secrètes, en fait, la société des assassins et des mercenaires, et sur leur lutte de pouvoir. Et la dernière histoire, c'est un retour en Urcia. Et je ne peux pas trop en dire, puisque l'intérêt de cette dernière histoire, c'est qu'en fait, elle permet de retrouver des personnages qu'on a vus dans les premières nouvelles, et de finir, en fait, leur histoire commune, en fait. Donc voilà, c'est un peu... Ça veut dire, c'est que l'idée, voilà, c'était... On peut voir le film sans avoir le livre, on peut lire le livre sans avoir vu le film. Chaque histoire est autonome, mais il y a des liens, il y a plein de liens là-dedans. Il y a des tonnes de liens. Le lien principal, c'est justement le fameux Elowan qui est en titre, qui est en filigrane de toutes ces nouvelles et qu'on retrouve dans la dernière pour sa propre aventure, et où on comprend vraiment le lien entre toutes ces histoires. Voilà. Donc la geste d'Elowan, donc le retour en papier et puis toujours en numérique aussi, vous pouvez le retrouver. Alors si vous êtes parisien, il y a le dernier bar avant la fin du monde, ils l'ont en vitrine, donc si vous voulez vous pouvez leur demander. Puis, et sinon il y a l'event le 30 octobre. Alors il y a l'event le 30 octobre au dernier bar, donc Fenris sera donc en dédicace pour le livre. Alors, on aura aussi tous les petits goodies, les CD, les DVD, les Blu-ray, voilà, on sera là quoi. On va essayer un maximum de gens de l'équipe qui pourront être là, donc c'est de 19h30 à 22h le lundi 30 octobre au dernier bar. Et juste après, on a le Salon Fantastique du 3 au 5 octobre. Donc, novembre, pardon, au 3 au 5 novembre, c'est à l'espace Champéret. Et donc voilà, on sera avec l'équipe. Il y aura d'ailleurs Claudine Jacquemart qui joue Ophidia la sorcière, il y aura Olivier Grignard, il y aura Fenris qui joue à Village, il y aura, je serai là aussi, il y aura plein de gens de l'équipe, je sais plus qui, il y a Nicolas, je crois, qui a passé, donc les compositeurs, il y a plusieurs personnes là dans l'équipe qui seront là. Il y aura une conférence, il y aura une partie de projection. Puis voilà, on aura tout un stand. Et après, vous pourrez nous retrouver en décembre, on sera au TGS, donc c'est à Toulouse, on est en compétition pour le festival de web série. Et donc voilà, on aura un stand, on aura aussi une projection, il y aura plein de choses, donc n'hésitez pas à venir nous voir.
Voilà, alors ça c'était pour la partie, on va dire, les Seigneurs d'Outre-Monde. Ouais. Mais ce n'est pas tout dans ton Eh ben actualité. non. Eh ben Alors, non. dis-nous tout. Parce que moi en ce moment je suis en mode crowdfunding, parce que vous avez peut-être entendu parler de Carrousel Funeste. Donc ça c'est mon premier livre, on va dire, qui avait été édité aux éditions Midgard, ça c'est la première édition. Depuis les éditions Midgard ont fermé, mais moi j'ai continué à écrire. Aujourd'hui je sors le tome 2 de cette série, et donc j'ai lancé un crowdfunding pour le sortir, donc il est en cours jusqu'au 8 novembre. Il est plutôt bien parti, mais l'objectif maintenant c'est d'essayer de dépasser le plus possible les objectifs pour pouvoir vous offrir des tas de choses en plus du livre en fait, et que ce soit vraiment une très belle sortie quoi, et pas... Donc là on sait que tu auras le tome 1 qui va ressortir. Ouais, tome 1, avec, je sors le tome 2 aussi. Tome 2, voilà. Alors là tu travailles donc avec ta correctrice. Ouais, avec Sean Milan qui a rejoint le projet du coup et qui va relire et corriger pour qu'on ait vraiment le meilleur bouquin possible. Et donc la prochaine étape, c'était les couvertures. Alors les couvertures de Stéphane Caselli, c'est ça. Si on atteint le 3e palier, Stéphane et moi, on organise des shootings photos pour avoir vraiment de très belles couvertures, très réalistes et de photos en costume en fait pour illustrer les 3 tomes. On va faire direct les 3 tomes puisque je veux pas qu'il y ait de différentiel quand je sortirai le 3e au niveau des couvertures. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Stéphane Caselli, c'est un photographe qui travaille avec les Vertugadins. Alors il travaille beaucoup avec les Vertugadins et c'est vraiment un habitué de la photo en costume quoi. Et de la photo, alors pas que en studio mais beaucoup, et il a vraiment une patte et il a l'habitude de photographier le costume. Donc je sais qu'avec lui j'obtiendrai un certain niveau de qualité que je vise pour ces couvertures. D'accord. Bon, et ben voilà, donc on va vous mettre le petit lien Ulule si vous voulez aider donc pour avoir la suite de Carrousel Funeste. Donc c'est plus de l'urban fantasy. Hein, alors là c'est de l'urban fantasy effectivement, ça se passe à Paris de nos jours, c'est à la base un thriller, mais ça devient vite fantastique puisqu'on va vite découvrir que en plus de notre monde, il y a un autre monde qui s'appelle l'Agartha où en fait continue à vivre un peu toutes ces légendes qu'on connaît, des personnages de fiction. On va aussi bien retrouver les 3 mousquetaires que Amélie Poulain ou le Masque de Fer, Arsène Lupin, et tout ce petit monde en fait vit une autre vie un peu parallèle à la nôtre, et c'est une façon un peu de réenchanter Paris et de lui redonner vie et fantaisie. D'accord, ok. Et super, du coup on verra tout ça aussi le 30 octobre, et puis n'hésitez pas à passer voir un petit peu sur le Ulule, il y a plein de choses dessus. N'hésitez pas à passer sur nos pages Facebook, que ce soit sur Notre-Monde ou Fenris, on met régulièrement du contenu, on est très présent sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est parfait, écoutez, à très bientôt, et puis on espère vous voir vite. À bientôt. Au prochain rendez-vous, salut.